Bienvenue Philippe, c'est la première du podcast que je lance qui s'appelle Equity Conversation. Je suis très heureux de te recevoir pour ce premier épisode et ton parcours, je pense, est assez intéressant au regard de tout ce dont on veut parler. Je pense que la meilleure des choses, c'est que tu puisses te présenter. Merci, en tout cas merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. C'est vrai que c'est un bon moyen d'introduire le sujet, de parler d'arrière-cuisine, parce que je pense que un peu le fil rouge de ma carrière a été de soutenir les entrepreneurs et leurs entreprises à différentes fonctions. Donc j'ai commencé ma carrière chez Goldman Sachs à Londres et puis Paris comme banquier d'affaires. Et ensuite, en 2017, j'ai rejoint l'aventure macroniste, en commençant d'abord à la direction générale du Trésor, avec les politiques publiques focalisées sur le financement des entreprises technologiques, donc la French Tech. Comment on soutient le financement de la tech en France. Après, rapidement, j'ai rejoint le cabinet de Cédric O, où je me suis focalisé en tant que conseiller, évidemment, sur les sujets aussi toujours French Tech et innovation. Donc Cédric O, ancien ministre du numérique. Du numérique, effectivement, entre 2019 et 2022. Donc moi, je l'ai rejoint pour la première partie de sa nomination. Ensuite, en 2020, j'ai rejoint l'Elysée, où là j'étais un poste plus large que la tech. J'étais conseiller entreprise, services financiers, attractivité, export, tout un programme, mais avec toujours la tech dans le portefeuille, et donc avec toujours ce suivi, ce soutien de la French Tech en termes de politique publique. Donc toujours un peu j'appelle ça un peu les fonctions support auprès des entrepreneurs. Toi tu parles d'arrière-cuisine, moi je parle plutôt de fonctions support. Et après en 2022, après les élections législatives, j'ai considéré qu'il était temps pour moi de retourner dans le privé. Et j'ai toujours voulu garder le lien avec la French Tech, et donc j'ai rejoint la banque Lazare à Paris pour m'occuper des sujets tech, donc les sujets French Tech en tant que banquier d'affaires de nouveau, où je m'occupe des sujets notamment de levée de fonds, d'acquisition, de cession pour des entreprises de la French Tech. Ok, super. Merci pour ce petit rappel historique de tout ce que tu as fait. Mais moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir véritablement comment on passe, j'allais dire, de Goldman à l'Élysée, ou de Goldman à des cabinets ministériels, et puis après, de l'Élysée à Lazare. Qu'est-ce qui fait que cette transition se fait, et où est-ce que tu te sens vraiment utile quand tu passes du milieu, j'allais dire, politique au milieu un peu plus business? Ouais. Comment les choses se passent quand on fait tout ce parcours? C'est peut-être un peu à contre-courant du sens de l'histoire, parce qu'on voit de plus en plus la difficulté de faire des allers-retours entre le public et le privé, et à raison, il faut éviter évidemment les conflits d'intérêts. Mais j'ai toujours considéré qu'on pouvait se nourrir de passages dans le public ou dans le privé. Je trouve qu'apporter une expérience dans le privé, du privé dans le public, surtout quand on travaille sur les sujets des entreprises, en particulier de la tech, a de la valeur. Et donc ce qui est vrai, c'est qu'après quelques années chez Goldman Sachs, je m'étais dit que je voulais vraiment servir, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais servir mon pays, c'est quelque chose qui m'avait déjà animé dans mes études. Moi, j'avais fait un peu de public et de privé, j'avais fait l'ESCP et Sciences Po, donc j'avais déjà un intérêt pour les deux. Et là, j'avais, si tu veux, avec Emmanuel Macron, il y avait une volonté, en tout cas, j'étais inspiré par la personne, par son ambition, par sa volonté de réforme. Et je me suis dit, tiens, saute le pas, c'est le moment ou jamais. Et donc, après quelques années chez Goldman, je me dis, je vais essayer de trouver une place dans le système pour pouvoir aider. Et donc, tout simplement, j'ai postulé au Trésor et j'ai eu plutôt une bonne réception de se dire, tiens, c'est un parcours un peu différent, qui comprend a priori plutôt bien le business et qui peut essayer d'apporter une vision, en tout cas une expertise un peu différente d'un parcours purement public. Et donc en plus j'étais focalisé sur le financement des entreprises, donc venant d'une banque d'affaires et ayant aidé des entreprises à se financer ou à se développer, ça avait de la valeur. Et j'ai beaucoup focalisé du coup sur la tech à ce moment-là, ce qui a été un peu le début d'une certaine passion. Notamment on a fait plusieurs l'initiative TB et autres. On y reviendra. On y reviendra sans doute. Mais donc c'est vrai qu'il y avait cette volonté-là, et effectivement c'était un parcours un peu différent parce que j'étais pas fonctionnaire, j'avais pas fait l'ENA, j'avais pas fait Polytechnique et le corps des mines, mais j'ai trouvé en tout cas dans l'ère Macron, et j'espère que ça va perdurer, une ouverture à des profils du privé. Et donc c'est pour ça que je m'y suis plutôt épanoui. Mais vis-à-vis des cabinets ministériels, ce qui est vrai, c'est que donc c'était l'étape d'après, le fait d'être quand même passé par l'administration, donc qui est le Trésor. Le Trésor, c'est une administration. Ouais. Ça avait de la valeur parce que j'ai appris à connaître
même si ce n'était pas pendant 10 ans, ça a été 1 an et demi au Trésor. Ça m'a permis de connaître la machine administrative, comment fonctionne l'État, le système de décision, qu'est-ce qui relève d'un bureau du Trésor, qu'est-ce qui relève d'un cabinet ministériel. Ce qui m'a permis d'être ensuite pertinent pour rentrer en cabinet ministériel. D'une part, certes, Sur le volet un peu plus politique. le volet un peu plus politique. Effectivement, un cabinet ministériel, un conseiller ministériel, il a un rôle plus politique. Il sert évidemment son ministre et au-delà le président, avec un angle plus politique, et il a un rôle un peu de donner des instructions, une forme de guidance à l'administration pour faire appliquer les volontés politiques. Et évidemment, il se nourrit aussi de l'administration qui a une grande expérience et qui veut aussi donner son avis et qui te guide. Donc tu as ce rôle un peu de tampon, enfin en tout cas, ou de liaison entre le politique et l'administration. Et donc, c'est quoi les grands chantiers que vous avez portés avec Cédric O et qui t'ont été chers quand tu as fait ce passage au ouais, c'est vrai que moi, la politique publique liée à la French Tech, je pense qu'il y a 3 grands sujets qui sont hyper importants. C'est d'une part le financement, qui est un peu la mère de toutes les batailles, qui est dire comment on améliore le financement. Alors il faut se rappeler qu'en 2019, ou même moi quand j'ai commencé en 2017, à l'époque de mémoire, les montants levés par les startups françaises, c'était de quelques milliards. L'année dernière, même si c'était pas la meilleure année, on était plutôt autour de 12-13 milliards de mémoire. Donc ça a plus que triplé. Mais à l'époque, il y avait un gros sujet sur la question du financement des startups, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais qui est moindre, c'est notamment la capacité à faire des grosses levées de fonds. Ouais. Quand tu dois lever plus de 30, 40, 50 millions d'euros, il y avait vraiment peu de fonds en France, peu de fonds même en Europe. C'est là où il y avait finalement l'objectif présidentiel de faire un certain nombre de licornes. Exactement. Et objectif qui a été finalement atteint. Et l'objectif qui a été atteint, même si c'était d'ailleurs les licornes, on peut penser ce qu'on veut, mais c'était donner une forme d'ambition pour l'écosystème. Exact. Ce qui a permis de concentrer, enfin en tout cas d'arriver à aller un peu en meute pour arriver à se développer. Il y a un message politique derrière, parce que les licornes, une licorne pour faire une licorne, ça n'a pas de sens, mais ça a quand même tiré une génération aussi. Exactement, c'était faire émerger des champions. Ouvert les yeux, mis les phares sur la French Tech. Donc tu avais la question du financement qui était hyper important, comment tu facilites le financement des startups, comment elles lèvent plus d'argent pour pouvoir se développer, être au bon niveau, notamment vis-à-vis des Américains ou des Chinois. Deuxième chose, c'est la question des talents. Comment on arrive à attirer des talents, à bien les rémunérer et que ça soit... Parce que ce qui fait tourner l'entreprise, certes, c'est l'argent, mais il faut surtout, évidemment, la question des talents avant tout. Et dans le digital, et au-delà de ça, la technologie, les talents sont clés. On a beaucoup de talents en France. Comment les garder en France, comment attirer des talents étrangers. Donc on a pas mal travaillé là-dessus, avec par exemple le French Tech Visa, des choses comme ça, les BSPCE qu'on a améliorés. Et le troisième point, qui peut paraître un peu plus technocratique, mais qui est aussi important, et je pense que d'ailleurs ils vont continuer dans les prochains mois au niveau du gouvernement, c'est tout ce qui est comment créer d'un point de vue réglementaire les conditions pour que les startups se développent. Donc tu remarqueras, il y a souvent des sujets un peu dans certains secteurs. Par définition, une startup c'est innovant, mais elle fait face à des réglementations qui sont un peu datées, un peu passées. Et comment tu mets à jour d'une certaine manière la réglementation pour un peu libérer des secteurs, libéraliser des secteurs pour laisser place à l'innovation. Tu prends des exemples, la téléconsultation, la télésurveillance, comment tu rends possible dans la réglementation ces sujets, ou par exemple dans l'assurance santé, il y a par exemple eu des articles de loi pour être capable de changer plus rapidement d'assurance santé, ce qui favorise plutôt les nouveaux acteurs comme Alan. Là, plus récemment, il y a eu Sorar qui a fait l'objet d'articles de loi pour un peu stabiliser la réglementation concernant son secteur. Donc c'est comment tu mets en place les conditions de succès d'un point de vue réglementaire pour les entreprises de la French Tech. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé là-dessus. Ouais. Et par ailleurs, donc à la fois tu as le sujet, que ce soit des textes réglementaires ou textes de loi, mais tu as aussi le sujet de comment l'administration traite les startups, parce que souvent les startups ça grossit très vite, ça dépasse rapidement des seuils, ils sont peut-être pas l'habitude de toujours bien répondre aux URSSAF, est-ce qu'ils cochent bien les cases pour les crédits d'impôt, etc. Mais c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part, c'est souvent des fois une incompréhension, et d'un autre côté l'État, l'administration, ceux qui font le contrôle n'avaient pas nécessairement l'habitude de voir des startups grossir aussi vite et autres. Et donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de changer la vision de l'administration par rapport aux startups. Donc on a créé le Next 40 Fresh Tech 120, qui était un pareil. Tu peux nous décrire un peu ce que c'est que le... C'est vrai que ça a été souvent perçu comme une forme d'indice et un peu de sélection des startups. Mais ça fait très CAC 40, exactement. etc., mais c'est pas un indice. Ça avait plusieurs intérêts.
c'est pas le rôle de l'État de sélectionner les startups, si tu veux. C'est pas l'État qui doit enfin, en tout cas dans ma vision à moi, c'est pas l'État qui devait être lui-même définir un classement. Il y a des magazines qui font ça, c'est très bien, et il n'y a pas de problème avec ça. L'enjeu était derrière plutôt un enjeu de politique publique d'idée d'avoir un nombre de sociétés qui derrière bénéficient de services particuliers dans l'État. Donc pour être très concret, quand tu es dans le Next 40 ou French 120, donc Next 40 c'est les 40 premières et French 120 c'est les 80 suivantes comme CAC 40 et SBF 120. Et derrière, tu as une sélection chaque année de sociétés et elles bénéficient de services, de traitement dans l'État qui permet de les aider. Je te prends un exemple, très concrètement, elles ont quelqu'un qui est responsable d'un gestionnaire de compte, en anglais un account manager dans l'État, qui va être leur point d'entrée dans l'État et qui va, dès qu'elles ont un problème, vont l'appeler. Je donne un exemple, faciliter les échanges avec les URSSAF, avec la DGFiP, donc les finances publiques, pour notamment les crédits d'impôt recherche, qui sont toujours un problème pour le remboursement. Ou même, tu vois, ils ont justement un sujet réglementaire vis-à-vis de leur secteur. Tu vois, récemment, le Premier ministre a parlé des syndics en ligne, des syndics de copropriété en ligne. Tu vois, il y a la réglementation qui n'est pas hyper adaptée. Donc, elles étaient un peu, si tu veux, un pied dans la porte dans l'administration pour pouvoir bénéficier de certains services. Aussi à la Banque de France, par exemple. Quand tu es une startup, par définition, tu es en EBITDA négatif pendant des années. Et si tu fais le traitement automatique de la notation de la Banque de France pour avoir un crédit, tu es très mal noté, par définition. Sauf que ça c'est pas le reflet de la vraie qualité de la société. Donc la Banque de France, pour ces 120 boîtes-là, elle faisait une notation particulière. Elle allait renoter de manière une analyse plus à la main et pas automatique pour pouvoir renoter. Et en fait, c'était un des services les plus demandés. Et ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de ces 120-là, parce que tu peux dire qu'il y a une forme de traitement favoritisme, c'est ce que j'allais dire. etc. Mais pourquoi on ne peut pas décliner ça en région? Parce que globalement, évidemment, les plus grosses les plus grosses boîtes et les plus grosses startups ont évidemment besoin d'avoir des accès simplifiés. En région, tu as plein de startups aussi tu as tout à fait raison. Qui ont des difficultés avec leurs URSSAF, avec un certain nombre de services administratifs. Et la stratégie pourrait avoir un guichet dédié startup. Tu as 100% raison. Et la stratégie politique était de dire on commence par les 40 ou les 120, qui était un peu une forme de pied dans la porte pour aussi que de l'autre côté, parce que l'administration, tu leur dis il va falloir gérer 120 boîtes, elle te dit c'est beaucoup de monde, on ne sait pas vraiment comment faire et autres. Et en fait, comme ça, tu accultures l'administration à ces nouvelles formes de société. Et comme ça leur permet, si tu veux, d'ailleurs, d'être beaucoup plus efficace pour le reste des startups. Parce qu'elles vont se dire, en fait, par exemple, l'URSSAF, le président avait dit à Station F de mémoire en 2018, il s'était fait interpeller par un entrepreneur qui lui disait les galères qu'il avait avec l'URSSAF et tout. Et le président avait dit il faut que l'URSSAF soit ton ami. C'est une phrase qui était assez forte à l'époque. Et ça a fait rire beaucoup de monde. Ça a fait rire beaucoup de monde parce que personne n'y croyait. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'URSSAF a vraiment changé d'état d'esprit. Alors évidemment, tout le monde te dira qu'ils ont toujours des problèmes ici ou là, mais au global, on trouve qu'il y a vraiment un changement culturel à l'URSSAF qui est plus dans le conseil au début avant d'être dans le contrôle. Au début, si tu veux, c'est vrai que la culture, c'était un peu un biais négatif. La start-up n'a pas respecté les règles, donc on la sanctionne. Et voilà. Alors que la start-up était plutôt de bonne foi. Et là, ils sont plutôt en mode on vient de faire un contrôle à blanc, on t'explique que tu n'as pas respecté exactement les règles et c'est pas bien. Donc on te laisse en te disant on te laisse un peu de temps et on revient te voir pour voir où tu en es dans 6 mois, 1 an et autres. Et ce qui est vrai que ça a eu ce changement d'état d'esprit, d'être plus dans le conseil que dans le contrôle, pour que derrière les startups puissent s'adapter et respecter les règles sans être directement dans la sanction. Et donc ces 40, 120 ont été vraiment, si tu veux, une forme de pied dans la porte, de changement culturel qui derrière, je pense, bénéficie plus largement, en tout cas c'était l'objectif, à toutes les startups. Et même d'ailleurs, pour te dire que ça a plutôt bien fonctionné, le président a annoncé ça de mémoire en fin d'année, ils ont dupliqué ce système-là pour les ETI. Donc tu vois, ça s'appelle le programme Étincelle. Donc ça a été un peu, si tu veux, voilà, c'est pareil, c'est une sélection de boîtes, mais qui derrière insuffle un changement culturel plus large. Et pareil, la Banque de France, si tu veux, ils le font pas que pour le French 120, maintenant ils le font pour toutes les startups qui demandent, et il faut pas hésiter à y aller. Donc ça, tu vois, c'était un Next 120, c'était un programme symbolique qu'a porté Cédrico. Je pense que c'était pour moi assez important, impactant dans l'écosystème. Et c'est vrai que les gens ne sont pas toujours au courant des services qu'il y a derrière, mais ça a vraiment été fait pour ça. Et derrière, c'est vrai que ça donne aussi. L'autre aspect positif, qui est plutôt un corollaire, c'est que ça donne une certaine visibilité aux startups. Visibilité qui a de l'intérêt pour plusieurs sujets. D'une part, la relation avec les grands groupes, parce qu'il y a quand même beaucoup de startups B2B dans notre pays. Et donc les clients, c'est essentiellement des entreprises, des grands groupes et autres. Et avoir une forme de sélection par l'État, ça donne une certaine crédibilité qui leur permet de discuter plus facilement avec des acheteurs dans des grands groupes. L'autre point, c'est aussi l'attractivité auprès des talents. Tu vois, tu es dans une école ou à la fac, tu as envie de bosser en start-up.
bah, tu vois, tu as envie de bosser dans le CAC 40, bah, c'est facile, tu connais les 40 boîtes, tu as bossé chez Airbus, tu as bossé peu importe chez Thales, et donc tu les connais les boîtes, elles sont connues. Tu as envie de bosser en startup, bah, tu as des milliers et des milliers de startups, tu les connais pas. Tu as envie de prendre un peu de risque, mais pas trop. Bah, le Freetech 120, ça permet de te dire, bah voilà, il y a 120 boîtes qualitatives a priori, et ça donne de la visibilité comme ça. Okay. Donc ça, c'est un grand chantier Ouais. que vous avez fait Et pour être au ministère avec Cédrico. pour pouvoir être assez juste, on a essayé, et les critères sont toujours attaquables évidemment, c'est compliqué de se mettre d'accord, d'ailleurs on les a... J'ai vu qu'il y avait eu Ils ont été renouvelés cette réformes année. très récemment. Et ils ont raison, ça faisait quand même, du coup ça faisait 5 ans. On a défini des critères objectifs pour pas qu'il y ait de biais, pour limiter le nombre pour que la sélection soit la plus juste possible. Et voilà. Donc il y a eu le Next 40 Freetech 120, il y a une initiative, ça c'est plutôt sur l'aspect, si tu veux, le troisième pilier que j'évoquais sur le réglementaire. Et après tu as eu tout ce qui était par exemple sur le financement, tu as eu tout ce qui était l'initiative Tibi. Qui a été un sujet, si tu veux, de mobiliser l'épargne des Français à travers les grands assureurs, donc l'assurance vie, au service. Fléché vers les startups, PME. Ouais, exactement. L'idée principale, et qui d'ailleurs perdure, puisqu'il y a eu une deuxième édition, puis il y a eu un volet européen depuis, de créer des gros fonds d'investissement en France capables de financer des levées de fonds de plus de 40-50 millions d'euros. Donc l'idée c'est quoi? C'est tu dis aux assureurs, tu demandes aux assureurs de mobiliser l'argent qu'ils ont de l'assurance vie pour l'investir dans les fonds français. Exact. Mais si on prend un petit pas de recul, si tu veux, la stratégie vis-à-vis du financement pour avoir un financement plus large et des plus gros tickets de financement, elle repose sur 2 piliers. Le premier, c'est avoir tes propres fonds français à dimension européenne qui sont capables d'eux-mêmes financer les gros tickets. Donc, et ça commence à émerger. Tu vois, tu as eu Euraseo grosse, Partech grosse, Infravia grosse, Sofinova dans la santé, Jaito aussi dans les biotech. L'autre côté, c'est aussi attirer des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ça vous paraît normal que SoftBank investisse en France, que Sequoia investisse en France, qu'Andreessen Horowitz investisse chez Mistral. Mais il faut se rappeler qu'en 2019, 2018, même avant, le nombre d'investissements de grands fonds américains... Soit tu flippais ta boîte aux US Exactement. et tu avais un financement US, mais finalement, il n'y avait aucun fonds qui venait... Enfin, aucun. Ouais. Effectivement, très peu de fonds qui venaient explorer les Exactement. Donc, ce qui est vrai, c'est que tu as quelques boîtes visibles qui sont, entre guillemets, franco-américaines et qui sont aujourd'hui devenues très grosses, mais tu as une forme de biais de sélection, puisque, de fait, elles sont aux États-Unis, elles ont bien réussi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, tu vois, c'est par exemple Okin, DataIQ, des boîtes comme ça, des super boîtes. Mais tu avais peu de fonds américains qui investissaient dans des boîtes françaises. Et donc nous, on a cherché à les attirer pour plusieurs raisons, parce que d'une part, à court terme, c'est eux qui avaient les financements capables de faire des gros tours de série C, série D et plus. Et d'autre part, parce qu'on a considéré que ça faisait aussi une forme de... Quand tu es un fonds américain, tu as aussi une expérience de 40 ans d'investissement qui peut apporter à l'écosystème aussi d'autres pratiques, d'autres visions, une vision peut-être plus globale que des fonds des fois qui sont que français, et donc ça donne aussi une forme d'ambition. Quand tu es Sequoia, que tu as investi en France, tu vas pas investir pour vendre une boîte à 100 millions, tu vas investir pour une boîte qui va faire des milliards, voire des dizaines de milliards, et devenir un grand leader mondial. Et donc ça apporte une forme d'ambition. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait ce qu'on appelle des learning expeditions, des jours, on a fait venir pendant 2 jours, dès 2019 d'ailleurs. Non, pardon, le premier c'était en décembre 2018, pardon. Décembre 2018, donc assez précurseurs. On a fait venir pour une première édition une vingtaine de VC américains pour pouvoir présenter l'écosystème français. On l'a refait en septembre 2019, on l'a refait à plusieurs reprises depuis. Je crois que ça continue encore. On avait appelé ça le Scale-Up Tour pour les faire venir, et on a fait venir des VC, mais aussi des investisseurs institutionnels pour qu'eux-mêmes investissent dans nos fonds, parce que pareil, toujours l'équilibre entre avoir notre propre force de frappe et en même temps avoir des investisseurs étrangers qui investissent eux-mêmes dans les fonds français qui vont finalement après qui vont grossir. Investir. Et il y a un acteur que tu n'as peut-être pas évoqué, alors je ne sais pas si c'est à dessein, mais dans tout ça, tu as quand même la BPI aussi qui a pris une envergure assez monstrueuse. On fête cette année les 10 ans à la tête de la BPI de Nicolas Dufourcq. Il est évident que... On va se mentir, c'est un fonds souverain qui a aujourd'hui une force de frappe, qui soutient assez largement les startups et qui a aujourd'hui pris une place très importante dans le développement de cet écosystème. Tu as 100% raison, ouais. Et du coup,
toi, comment tu le vois, cette arrivée de la BPI, qui eux-mêmes ont créé des fonds US qui peuvent investir sur des stages très, très, très avancés, avec les fonds large cap, etc. Comment tu vois, toi, cette montée en puissance de ce fonds souverain qui s'appelle la BPI? Oui, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce que BPI, on peut pas ne pas évoquer BPI et son rôle dans la French Tech. BPI, et c'est pour ça aussi dans la politique publique qu'on a menée, l'État a donné beaucoup d'argent à la BPI. C'est un peu technocratique, mais tu vois, il y a eu des programmes d'investissement d'avenir qui étaient aujourd'hui qui s'appellent France 2030. Ouais. France 2030, c'est 50 milliards. Et il y a une très grosse partie en fait qui vont à la BPI et qu'ensuite la BPI distribue sous forme de subventions, de prêts ou Ou de d'investissements. contribution dans les différents fonds d'investissement. Exactement. BPI a un rôle multiple. Soit elle soutient directement les startups à travers l'outil des subventions ou des prêts / avances remboursables. SEC, Ouais, etc. exactement. Ou elle investit. Elle a aussi des fonds pour investir en direct dans les sociétés. Mais c'est finalement une petite partie de l'écosystème, l'investissement direct, même s'il est plutôt focalisé sur des failles de marché où il y a moins d'investisseurs. Et donc, ça, c'est les fonds en Ou pour direct. des secteurs, Ou des très, secteurs très stratégiques. Voilà, exactement. Mais souvent, les stratégiques sont souvent liées au fait qu'il y a un peu manque d'investisseurs, tu vois, dans tout ce qui est deep tech notamment. Et après, une des grosses actions qu'on voit moins et qu'on sait moins quand on est entrepreneur, mais qui est hyper importante et qui est d'ailleurs un des plus gros montants, les plus grosses actions de BPI en termes de montant, c'est le fonds de fonds. Donc, c'est une équipe qui investit dans les fonds d'investissement français pour pouvoir aider dans leur propre levée de fonds à eux. Et donc, ça, c'est très important. Et l'État a beaucoup financé cette activité-là à travers le France 2030 ou avant les programmes d'investissement d'avenir. Et ça, c'est hyper essentiel pour structurer l'écosystème de capital risque français et les faire grossir. Et BPI a eu ce rôle-là et depuis une dizaine d'années, et les chiffres parlent pour eux. Ils ont été ils ont eu beaucoup de succès. Toujours l'importance de BPI, c'est de trouver son rôle dans l'écosystème et de ne pas aller trop loin, aider sans aller trop loin pour pas, si tu veux, que le secteur privé, sans remplacer le secteur privé. Donc ils ont toujours cet équilibre-là, cette ligne de crête, en même temps, qui est leur objectif du quotidien. Je pense que ça a été un grand succès et ça continue de l'être. Et donc Nicolas Dufour en est le dirigeant depuis, mais derrière il y a aussi Paul-François Fournier qui s'occupe des sujets innovation. Donc il y a toute une équipe non, il faut reconnaître ce succès-là. Et au-delà de l'aspect financier de BPI, moi, ce que je reconnais à BPI, et c'est notamment aussi grâce à son communicant et son dirigeant, c'est qu'ils ont aussi pour moi redoré l'image de l'entrepreneuriat, pas que tech, justement, et aussi ils ont fait la French Fab, d'autres initiatives. C'est plutôt de manière générale, plus si tu veux, l'image générale de l'entreprise, du chef d'entreprise, notamment avec leur campagne de communication. Chaque année, ils font des grandes campagnes, ils font un tour de France, et je trouve qu'ils ont l'image, en tout cas, peut-être c'est un biais, mais je trouve que l'image du patron ou du chef d'entreprise, l'entreprise en général, s'est améliorée, notamment grâce à leur communication, et je pense que c'est une bonne idée de manière générale, c'est plutôt une bonne idée. Ok, pour terminer sur ton parcours, j'allais dire politique, en tout cas au sein des institutions, quand tu vas à l'Élysée, c'est quoi ta mission? Alors j'y vais à l'Élysée, c'est en septembre 2020, donc c'est une période très particulière puisqu'on est en plein milieu du Covid. Il y avait ça a été pas mal guidé par l'agenda du Covid. Au début, on est beaucoup focalisé quand même sur les aides Covid. Et d'ailleurs, à Bercy, à l'époque, avant de partir à l'Élysée, on avait fait tout un plan de soutien spécifique aux startups pendant le Covid. Notamment, tu vois, je le rappelle, mais tout le versement accéléré des aides et des crédits d'impôt pour donner de l'air en termes de trésorerie aux sociétés. On avait créé un fonds de bridge. Donc, on a fait pas mal de choses qui ont essayé, si possible, de donner de l'air. On avait adapté les PGE, parce que les PGE, ça dépendait du chiffre d'affaires, mais tu avais beaucoup de startups qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, et donc donc on a fait ça en fonction de la masse salariale. Donc voilà, on a fait d'abord ce plan d'aide pour les startups, qui est aussi un gros point que je voulais rappeler. Et donc quand j'arrive à l'Élysée, tu as quand même pour le coup le deuxième confinement, la deuxième vague du Covid, et là c'est finalement le moment où on a massifié les aides. Donc que ce soit de nouveau le fameux quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte. Alors il avait été annoncé avant, mais dans les faits, l'élargissement et la massification des aides vient vraiment à partir du deuxième confinement. Ouais. Donc tout ce qui est fonds de solidarité, l'adaptation des PGE,
qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, des aides sectorielles très précises, que ce soit pour la culture, pour les restaurateurs, pour les libraires. Enfin, voilà, on a largement massifié à ce moment-là. Donc moi j'ai passé énormément de temps, si tu veux, sur le sujet des aides Covid. Et évidemment, c'était très important. Ensuite, ce qu'on a fait, en parallèle, il y avait le plan de relance, qui a été un plan à 100 milliards. Et donc et le plan de relance, pour moi, il était hyper important, et je n'étais pas le seul, mais qui est une grande part dédiée à l'innovation. Parce que d'ailleurs, il faut se rappeler que la French Tech, tu as dit, ça a 10 ans, même un peu plus aujourd'hui. Donc c'était 2012-2013. En fait, il y a eu un premier programme d'investissement d'avenir qui date de l'époque de Nicolas Sarkozy, où il y avait la première crise, et il y a eu un grand plan de relance qui avait été fait à l'époque, qui était le fameux grand emprunt, et il y avait une bonne partie qui était dédiée au digital, au numérique, et dont les premiers effets en fait sont fait sentir en 2012-2013, qui est un peu la première vague de la French Tech. C'est 500 millions à l'époque? Ah non, c'était plus que ça, c'était en milliards. C'était en milliards. Et c'est vrai que ces premiers investissements-là, avant que la BPI soit créée, donc tout ça était la Caisse des dépôts et autres, ont permis de faire émerger déjà la première vague de la French Tech. Donc après, tu as eu la deuxième vague, etc. Mais il faut rappeler ça. Donc ce qui était important, c'était de pousser pour que dans ce nouveau grand plan de relance, lié à la nouvelle crise, de nouveau avoir beaucoup d'argent dédié à l'innovation. Donc ça a été le plan de relance. Et après, la continuité, ça a été le plan France 2030, où là, pour le coup, c'est 50 milliards dédiés à l'innovation et à l'industrie, pour la souveraineté technologique, la souveraineté industrielle. Et ça, on a beaucoup passé de temps à investir, que ce soit dans le quantique, la cybersécurité, l'IA évidemment, le nouveau nucléaire, le new space, plein de verticales spécifiques pour pouvoir... On a déjà les résultats de France 2030. On sent déjà que ça bouge sur ce volet-là. Il y a eu une séquence du président en décembre chez Airbus à Toulouse, ouais. Qui a fait un premier bilan. Si je ne dis pas de bêtises, la moitié des montants ont déjà été engagés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été versés, parce que tu as toujours un décalage entre les deux, mais la moitié ont déjà été engagés. Et tu donnes un exemple. Par exemple, il y a une startup qui s'appelle Jimmy Energy, qui a reçu une subvention de 32 millions d'euros. C'est de mémoire, c'est la subvention la plus élevée qu'une startup n'ait jamais reçue. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que on se donne les moyens de parier sur des startups dans certains secteurs hyper importants. Donc là, c'est ce qu'on appelle les SMR, les petits, eux-mêmes, ils font des réacteurs modulaires qui vont faire de la chaleur industrielle et décarboner la chaleur industrielle pour les processus industriels. Et on leur donne 32 millions d'euros pour y arriver et avoir des petits réacteurs français sur le territoire français, et pas que d'ailleurs, à l'export aussi. Et on donne un vrai gros ticket pour pouvoir y arriver. Et donc je trouve que c'est un bel exemple de succès de France 2030, d'être capable de donner des gros tickets de subvention à des startups technologiques, deep tech, industrielles, pour qu'elles puissent se développer rapidement. Donc ça, c'est le dernier chantier sur lequel tu as bossé à peu près pour le président Sur les sujets technologiques, oui, exactement. Ouais, tout à fait. Okay. Et donc après, tu bascules chez Lazare. Ouais. Et là, du coup, tu as un rôle de banquier d'affaires en tant qu'associé gérant. Aujourd'hui, gérant, pardon. Et j'anticipe peut-être pour la suite. Du coup, aujourd'hui, ton rôle, c'est quoi maintenant dans le cadre de ce nouveau poste finalement? Et un petit pas de recul, je pense que le choix de la banque est important aussi pour moi. Je voulais retourner vers ce métier parce que pour faire faire le lien avec ce que j'ai fait avant. Je reviens sur les fonctions support entre guillemets de l'écosystème tech. Tu vois, l'écosystème tech, souvent, c'est les entrepreneurs qui sont un peu sur le devant de la scène, et c'est normal. C'est eux qui sont au quotidien au four et au moulin pour faire avancer leur société avec leurs salariés. Mais n'empêche, un écosystème tech, c'est un ensemble d'organisations autour. Donc tu as évidemment les fonds d'investissement qui sont quand même là, qui fournissent le capital. Tu as le BPI et l'État dans tout ce qui est politique publique. Et je trouve que aussi tu as le rôle des conseils, que ce soit les avocats, les banquiers ou d'autres, les communicants. Et tous ont un rôle d'accompagnement assez clé vis-à-vis de l'entrepreneur. Et moi, j'ai voulu continuer de garder le lien avec l'écosystème. Et banquier, pour moi, était un moyen de continuer à accompagner des projets d'entreprise et d'avoir un vrai conseil auprès d'entrepreneurs sur des sujets stratégiques que sont leurs opérations financières. Donc concrètement, en tant que banquier d'affaires, vous faites quoi pour les boîtes? Quand on est banquier d'affaires, souvent on entretient une relation avec les entrepreneurs et on intervient au moment de leurs opérations financières. Tu vois, c'est par exemple une scale-up, une licorne qui se dit tiens, je veux acheter une société.
parce que de plus en plus, les grandes startups font des acquisitions, et en plus, c'est plutôt le bon moment pour en faire. Ouais. Et donc, tu vas les aider pour structurer l'acquisition, que ce soit en termes de valorisation de la société que tu veux acheter, sur le process concurrentiel qui est mené, et donc comment tu navigues dans ce processus-là, comment tu fais financer ton acquisition. Comment tu négocies évidemment les termes de l'acquisition. Donc j'ai parlé du prix, mais il y a aussi également les sujets de gouvernance, des fois des structures un peu plus complexes, tu payes en actions, tu payes en cash, tu payes pas forcément 100%. Donc Cette ingénierie de faire le deal. Exactement, en lien avec les avocats, exactement. Donc ça c'est pour une acquisition, mais souvent c'est aussi pour une cession. Tu as beaucoup de sociétés qui évidemment à un moment veulent faire ce qu'on appelle un exit, une sortie, et donc se posent la question de se vendre. De se vendre soit tu vois à un concurrent technologique, soit plutôt à un grand groupe traditionnel. Et c'est là où si tu veux tu peux faire le lien à une banque comme Lazare qui est historiquement très proche des grands groupes, a beaucoup de force parce qu'elle sait faire la traduction, en tout cas nous c'est ce qu'on sait faire, la traduction entre le monde de la tech et le monde du grand groupe traditionnel, qui en général n'a pas la même approche d'une startup, vis-à-vis d'une startup, parce qu'il réfléchit beaucoup en rentabilité EBITDA et multiples d'EBITDA pour la valorisation, et souvent ça ne s'applique pas nécessairement aux entreprises technologiques parce qu'elles n'ont pas forcément encore d'EBITDA ou à la marge, et donc tu ne peux pas valoriser comme ça, et donc tu fais le lien entre ces mondes-là, et ça c'est un exit assez naturel d'aller se vendre à un grand groupe français ou étranger. C'est aussi par exemple aller faire une introduction en bourse, même si le contexte a été difficile. En ce moment. C'était difficile, il y a plutôt eu des sorties de cotes ces derniers mois, mais ça reviendra. Et d'ailleurs dans l'initiative Tibi, on a parlé beaucoup des fonds d'investissement donc non cotés, mais il y a aussi tout un volet pour la partie introduction en bourse. Et je pense que l'écosystème financier va maturer et il y aura de plus en plus d'introductions en bourse en France. En tout cas, elles seront facilitées, même si effectivement les signaux n'ont pas été terribles ces derniers mois. Je pense que ça reviendra en 2025 sans doute. Tu parlais tout à l'heure de scale-up. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les caractéristiques de ce qu'on appelle une scale-up ? Une scale-up, si tu veux, c'est plutôt une question de maturité de la société. Si tu veux référence au tour de financement, c'est plutôt à partir de la série B, C, quand tu commences à lever des montants plutôt en dizaines de millions d'euros qu'en millions d'euros. Ça, c'est plutôt pour l'aspect financier, mais sur l'aspect plutôt, et je pense que c'est plus vraiment le bon angle aujourd'hui. Le bon angle, c'est plutôt qu'est-ce que vraiment tu génères en chiffre d'affaires. Donc, c'est quand plutôt tu as généré au moins une dizaine de millions de chiffre d'affaires, ou pour le software, on parle d'ARR. Et si possible, tu as un chemin assez clair vers la rentabilité dans 12, 18 mois, tout en continuant à avoir une forte croissance. Ouais. Selon toi et ton expérience, c'est quoi les recettes pour être en mesure de faire plus de scale-up en France ? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet sur la partie digitale numérique, donc notamment tout ce qui est software, marketplace, j'ai pas énormément de leçons à donner parce que je pense que l'écosystème est suffisamment mature et structuré pour que les gens puissent y arriver. C'est-à-dire qu'on a les bons financements, on a les bons talents, et je pense qu'on a un État qui est un bras droit de l'écosystème tech encore aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne va pas changer, on verra la politique, mais en tout cas, on a cet écosystème-là qui est évidemment dans l'État, je mets la BPI, qui est très structuré, qui a les bons fonds et autres. Donc ça vient naturellement. Si tu veux, les scale-up sont là. C'est là où l'enjeu pour moi aujourd'hui, il est plus arriver à faire des scale-up dans tout ce qui est deep tech et industrie, où ça nécessite beaucoup plus d'investissement en montant plus tôt dans la vie de la société. Quand tu es une boîte dans le quantique ou dans le new space, il faut rapidement que tu lèves 50, 100 millions d'euros pour pouvoir faire des investissements, des capex, alors que d'un point de vue commercial et technologique, ta société n'est pas encore dérisquée. Et justement, c'est quoi les barrières au financement pour justement ces deep tech ? Ce qui est vrai, c'est que vu qu'elles sont pas forcément, elles ont besoin de plus gros montants, et en même temps, elles sont pas dérisquées technologiquement. Donc, c'est-à-dire que leur techno n'est pas nécessairement encore sûr à 100%. Il y a encore des développements, il faut encore de la R&D. Commercialement, ils sont souvent encore loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revenus pendant encore 2, 3, 4, 5 ans. Et dernier point, il y a le sujet industriel, c'est que souvent, elles ont besoin de créer une usine, enfin de lancer une usine, et de voir que leur technologie et leur processus industriel est capable de passer à l'échelle. Et donc, il y a toujours cette forme aussi de risque industriel. Donc, tu as ces risques-là qui ne sont pas encore prouvés, et en même temps, tu as besoin de gros investissements. Et donc, ça revient à la question de la taille des fonds. Et donc, c'est vrai qu'on a fait grossir les fonds, mais plutôt les fonds sur les sujets numériques, digitaux, et pas tellement sur les sujets, pas encore, en tout cas pas suffisamment sur les sujets industriels, où c'est quand même des approches différentes. Et là, c'est plus compliqué.
Aujourd'hui, quand tu veux lever 50, 100 millions d'euros dans des sujets deep tech et hardware, d'arriver à lever de l'argent. Pour moi, c'est un peu la nouvelle frontière de la politique publique, d'arriver à attirer des fonds et pareil, lancer des fonds français capables de le faire. On voit qui commence à émerger, Mhm. mais pour moi, on est à peu près 5-6 ans en retard par rapport au digital. Mais c'est aussi normal parce que tout ce qui est deep tech, pour te dire, le premier plan deep tech, on ne l'a pas mentionné, mais le premier plan deep tech en France, pour soutenir la deep tech particulièrement, c'était en 2018. Moi, j'avais travaillé là-dessus. Et donc, pareil, tu vois aujourd'hui ce plan-là qui commence à faire pas mal de sociétés qui émergent. Et donc, on a beaucoup de boîtes deep tech. Et d'ailleurs, on a répliqué le Next 40 Freetech 120 sur la deep tech avec French Tech 2030, qui est une sélection à peu près une centaine de sociétés deep tech qui sont dans les verticales de France 2030. Et là, tu vois de belles sociétés. Tu vois, tu as Pascal dans le quantique que je connais bien, ou Candela aussi. Dans le New Space, tu as Latitude. Tu as pas mal de sociétés, si tu veux, qui émergent. Et c'est vrai, ou dans les insectes, tu vois, tu as Innovafeed, Insect et plein d'autres. Et là, tu vois que ça mature, mais il y a encore du retard sur justement les fonctions support, notamment la partie fonds d'investissement. Et ça, je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver. Ok. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi. Dans le rapport Tibi, dont tu as été l'un des co-auteurs, on dit beaucoup que la France a un énorme retard par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Qu'est-ce qui explique ce retard? Alors, on parlait évidemment du financement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de culturel sur ces éléments technologiques? Mm. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, moi, il y a une petite phrase que j'aime bien, que le président avait citée. Aux États-Unis, il y a les GAFA, en Chine, il y a les BATX, et en Europe, il y a RGPD. Donc, c'était en mode. C'est peut-être caricatural, mais c'est évidemment caricatural, mais c'est-à-dire que les États-Unis et les Chinois ont fait émerger des grands champions technologiques qui ont un leadership mondial. Donc, c'est les GAFA et les BATX, et nous, on est plutôt champions de la régulation. On en reviendra sur l'intelligence artificielle. Non, mais c'est tout le débat qu'il y a eu sur l'IA Act. Et donc c'est exactement ce débat-là, mais il est important. Effectivement, on a un retard. Tu regardes les chiffres, je ne vais pas les citer, mais je veux dire, on est fondamentalement assez en retard. De mémoire, tu vois, les États-Unis, c'est à peu près, je ne dis plus de bêtises, un quart du PIB mondial, mais 50% sur tous les indicateurs de technologie. Et l'Europe, c'est à peu près un quart aussi enfin l'Union européenne, un quart du PIB mondial, mais plutôt 10% de tous les indicateurs de technologie. Donc on est un peu en retard. Le sujet, il y a pas mal de sujets. Il y a effectivement le sujet du financement qui est quand même assez clé. Si tu veux, il y a un côté un peu profond. Je suis un peu totémique, mais je pense qu'il est important de l'évoquer. C'est qu'on a l'innovation, et en particulier la deep tech, demande des financements de très long terme. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a parlé de comment on soutient les fonds d'investissement et autres, donc avec l'assurance vie et l'épargne des Français. Mais ce qui manque un peu en Europe, notamment les États-Unis, c'est les fonds de pension. La Chine a une vision différente de financement très étatique, donc ils mettent massivement de l'argent et c'est comme ça qu'ils font, ce qui n'est pas exactement le modèle européen non plus à 100%. Et les États-Unis, ils ont des fonds de pension, c'est-à-dire que le système de retraite est financé par capitalisation, et donc naturellement, quand vous cotisez pendant 30-40 ans, quand vous êtes au début de votre carrière, on va plutôt investir les gestionnaires de vos fonds vont plutôt investir sur l'investissement long terme. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet très totémique dans notre pays pour plein de raisons, mais ça a une répercussion qu'on oublie souvent, en tout cas qu'on ne mentionne pas, au-delà du débat sur la réforme des retraites qui est un autre débat, c'est qu'on n'a pas ces fonds de pension-là qui permettent d'investir dans des fonds avec une vision plus longue, de ne pas avoir plus de montants et d'investir sur le long terme. Parce que tout simplement, nous, on fait par répartition, donc on cotise, ça va directement chez quelqu'un, alors que les Américains, ils cotisent, ça s'épargne, et donc du coup, ça investit dans des fonds, et donc tu as des montants et des durations d'investissement qui sont plus longues. C'est pour ça qu'il y avait la recommandation d'ailleurs de demander aux assureurs de flécher plutôt l'assurance vie vers... Exactement, l'assurance vie, mais qui est une poche importante, mais l'assurance vie, c'est une épargne qui est quand même assez liquide, et donc tu peux pas investir une trop grosse partie de ton assurance vie dans le non-coté, parce que souvent les gens, ils ont soit des accidents de la vie, soit pas forcément des accidents, mais des moments de vie où ils ont le droit de retirer leur argent de l'assurance vie, et donc il y a un sujet de liquidité, ce qui fait que tu peux pas mettre plus que un certain montant dans le non-coté. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, la liquidité dans le private equity, justement, la difficulté, c'est qu'on investit de l'argent qui est généralement bloqué entre 5 à 10 ans. 5 à 10 ans.
private equity, c'est plutôt 5 ans. Le venture, justement, ça serait bien que ce soit plutôt 10 ans, des fois. Exactement. Notamment dans la deep tech. C'est pour ça qu'il faut aussi œuvrer sur la durée de vie des fonds. Ouais. Et c'est une répercussion assez concrète, parce que quand tu es un des premiers investisseurs dans une société avec un fonds, tu vas naturellement des fois pousser à la sortie de la société, donc la vendre plus tôt, au lieu de lui laisser le temps de encore se développer sur le long terme. Et donc tu peux avoir cet effet-là de se vendre rapidement et donc pas devenir un géant. Et puis au-delà de la durée, tu as aussi une question de montant. Et une nouvelle fois, quand tu as un sujet de montant, tu vois, je te dis, en France, c'était de mémoire 13 milliards l'an dernier. Aux États-Unis, on est plutôt en centaines de milliards chaque année levés par les startups américaines. Donc, évidemment, tu as le financement. Et puis le financement, il est aussi parce qu'on parle de la France, mais tout sujet, c'est évidemment l'Europe. Et donc, tu as un côté de les financements ne sont pas nécessairement mis en commun. Chacun a des problématiques un peu différentes. Des fonds de pension existent, notamment dans les pays nordiques, ou dans d'autres pays, mais le sujet n'a pas été fait que finalement, ça ne ruisselle pas dans l'écosystème d'innovation. Donc, tu as un sujet de financement, tu as un sujet évidemment de réglementation. Avant sur le sujet de financement, on parlait tout à l'heure d'essayer d'avoir la capacité d'attirer des fonds étrangers, notamment des fonds américains qui ont les poches pleines avec les fameux fonds de pension. Est-ce que tu penses qu'on a un terreau fertile pour pouvoir les convaincre véritablement de se dire que la France, c'est the place to be pour placer son argent? Oui, parce que si tu veux, même aujourd'hui, ils le font, ils reviennent, ils réinvestissent. Ils avaient beaucoup investi en 2020-2021. C'était un peu une forme de bulle, mais aujourd'hui, ils continuent d'investir. Ils ont apprécié les entrepreneurs français. Ils reconnaissent la qualité des entrepreneurs français. Et de manière générale, la France, vu qu'on a beaucoup exporté des talents, ils reconnaissent la qualité des talents d'ingénieurs et technologiques en général des Français. Et d'ailleurs, si tu regardes ceux qui dirigent les départements IA des grands GAFA, comme Yann Lequin chez Facebook, tu avais Luc Julia chez Samsung, ils savent que les Français sont très forts, en particulier dans l'IA. Et même si tu regardes au-delà des dirigeants de ces départements-là, si tu regardes même les chercheurs dans les départements de Google, de Facebook et autres, tu as beaucoup de Français. Et donc, ils savent, ils connaissent la valeur. Moi, je discutais une fois avec on me rapportait une discussion avec la directrice d'admission de Columbia qui disait bon, c'est pas compliqué, moi dans le monde je regarde les Français et les Coréens. Okay. Et c'est vrai que pareil, les Coréens c'est pareil, comme on dit souvent, ils étaient parmi les 10 pays les plus pauvres en sortant de la guerre dans les années 50. Aujourd'hui, grâce au capital humain, ils sont devenus parmi dans le top 15 des puissances mondiales. Et donc la France, on a cette chance là d'avoir des très bons talents, d'avoir un système de formation, en tout cas ce qui concerne le haut niveau, il y a un sujet évidemment d'égalité, mais ce qui concerne la formation des talents de haut niveau, on est quand même très bon. Le sujet, c'est de les garder en France ou de les faire revenir. Donc tu vois, Mistral par exemple, c'est qu'on a fait revenir des talents pour développer une startup française. Ça me fait penser à une mention qu'il y avait dans le rapport Tibi, et je pense que c'était peut-être ton côté lyrique, où il était parlé d'une ardente obligation de faire vivre un récit culturel et idéologique autour des valeurs technologiques en France et de l'investissement dans ces secteurs-là. C'est le volet un peu culturel, finalement. T'as raison, et je reviendrai aussi sur un des points bloquants avant de répondre à l'ardente obligation, qui était la phrase plutôt de Philippe Tibi lui-même. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, mais je partage très largement ce qu'il dit. Un dernier point sur l'Europe, c'est aussi une question de taille de marché, juste de marché commercial. Beaucoup d'entrepreneurs te diront, en fait, aller en Allemagne, conquérir l'Allemagne, d'un point de vue business, c'est tout aussi compliqué qu'aller aux États-Unis, sauf que le marché américain est beaucoup plus large. Donc tu te dis, quitte à y aller, quitte à développer un nouveau pays, autant aller directement aux États-Unis. C'est vrai que tu as quand même le sujet à la fois culturel, tu as des barrières réglementaires que l'Union européenne cherche à lever, tous les marchés uniques déclinés sur plein de secteurs. Et en même temps, tu as aussi ce que tu ne changeras jamais, c'est le contexte culturel, parce qu'ils ont des approches différentes, ils ont des visions différentes, et donc tu auras toujours un problème, une sorte de forme de difficulté à conquérir ces pays. Et donc naturellement, ta taille de marché, je prends l'exemple notamment du B2C qui est hyper important. Dans le B2C, tu as beaucoup d'effets de réseau. Tu vois, je prends l'exemple, tu prends un réseau social, tu as un gros effet réseau, plus tu as de monde dessus, plus ça fonctionne, et plus de gens viennent dessus. Et ce qui est vrai, c'est qu'en France, et même plus généralement souvent en Europe, il y a des exceptions, mais on n'a pas réussi à avoir des grands champions du B2C comme sont les GAFA, parce que notre marché national étant trop petit, en fait, pour moi, il est le mauvais équilibre. C'est-à-dire qu'il est pas suffisamment petit pour que les gens aillent directement à l'export,
mais pas suffisamment gros pour que tu puisses suffisamment t'épanouir, avoir les effets réseau pour créer un champion. Et si on parle du marché européen? Et justement, le marché européen fait que, par définition, je reviens au point de aller en Allemagne, c'est aussi compliqué qu'aller aux États-Unis, donc tu vas plutôt aller aux États-Unis. Et ce qui est vrai, c'est que je te donne des exemples un peu historiques. Viadeo, en fait, il y a eu LinkedIn, et LinkedIn, du coup, vu que c'est américain avec plus de financement et un plus gros marché, il arrive en Europe, il te tue Viadeo. Ça existe toujours, mais c'est pas la même échelle. Tu as eu Dailymotion par rapport à YouTube. Un des contre-exemples, c'est Blablacar. Pour une raison simple, c'est qu'il y a peu de covoiturage aux États-Unis. Enfin, c'est pas culturel chez eux, à ma connaissance, donc ils ont réussi. Mais je veux dire, dans le B2C, tu as eu peu d'exemples. Je sais que notre marché est un peu entre deux, mais tu as des contre-exemples. Tu vois, tu as le marché israélien ou le marché suédois qui sont naturellement petits. Donc les entrepreneurs, eux, ils ne pensent pas en marché national, ils pensent directement en marché mondial. Et donc, d'où par exemple Spotify. Spotify a un côté, la Suède, on n'allait pas faire un gros marché, donc on a directement pensé Europe, monde. C'est là où, globalement, on peut dire aux startups françaises, aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, finalement, immédiatement penser à l'internationalisation. Exactement. Et c'est vrai que ce que je vois dans la nouvelle génération d'entrepreneurs, il y a quand même ça qui est rentré qui est dans leur esprit. Je pense que c'est beaucoup plus que la génération d'avant. Et pour revenir à l'ardente obligation, ce qui est vrai, c'est que, et ça s'est vu un peu dans la caricature de la French Tech, de la Startup Nation et autres, je pense que le président avait raison de dire il faut mettre en avant les startups et la technologie, parce que derrière, ça fait partie de notre souveraineté. Tu vois, aujourd'hui, si tu regardes les grands débats géopolitiques, pour prendre un pas de recul, entre les États-Unis et la Chine, ils sont très liés à la technologie. Tu vois, quand les Américains interdisent l'export de puces, notamment de Nvidia et autres, pour l'IA générative vers la Chine, ou quand il y a Huawei qui est bloqué, etc., les débats de fond, enfin, c'est pas que ça, mais les grandes tensions géopolitiques sont quand même beaucoup liées à la technologie. Et en tout cas, se matérialisent par des sujets technologiques, dans laquelle l'Europe est un peu absente. La seule présence de l'Europe, elle est sur les sujets de régulation du numérique, mais dans les grands débats de puissance, notamment sur les semi-conducteurs, l'Europe n'est pas tellement dans ces débats-là. Pareil, Taïwan, c'est un gros sujet semi-conducteur. Le débat autour de Taïwan, majeur autour de la table. Alors exactement. Et donc, pour dire, la grande force du président, c'est qu'il a mis la question de la souveraineté sur la table. Aujourd'hui, la souveraineté technologique est hyper clé pour la souveraineté économique. En tout cas, c'est ma conviction. Et derrière, la souveraineté économique est un prérequis pour la souveraineté politique et géopolitique. Et je pense qu'il a remis, enfin en tout cas il a mis à l'agenda ce sujet-là. Et donc quand Philippe Tibi parle d'ardente obligation, c'était de dire on ne peut pas sous-estimer le rôle de la technologie. Et la technologie, c'est d'ailleurs pour ça que l'agenda du président est beaucoup aussi orienté deep tech avec France 2030. C'est pas la livraison de pizza dont on parle, c'est pas l'application de livraison de pizza ou de course, c'est des gros sujets technologiques comme le quantique, l'hydrogène, le nucléaire, le spatial, la cybersécurité et autres. Et donc il a en tout cas remis cet agenda-là, et moi je pense que c'est hyper important, et culturellement en parler, même si ça a été caricaturé ensuite, a été pour moi essentiel, et je pense qu'il le fait toujours. Et France 2030 a été une vraie ambition de modernité. C'est un président qui est quand même jeune et qui pour moi a incarné une forme de modernité, et l'innovation était en tout cas un de ses grands chantiers, et qui je pense serviront le pays. Et c'est l'investissement qui aujourd'hui se fait, on met des dizaines et des dizaines de milliards, mais qui payeront dans 5, 10, 15 ans. En tout cas, j'ai bon espoir. Ok. Pour revenir à ton rôle et ton job de banquier d'affaires, moi, il y a une question que je veux te poser sur ce qu'on vit actuellement, en tout cas ce qu'on a vécu l'année dernière en 2023 sur le marché. On voyait des difficultés à lever des fonds, et on voyait le M&A qui s'accélérait. Tu l'as évoqué un peu. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, et que tu développes un peu plus ce point. Ça, c'est que tu as eu un peu un changement radical à partir de début 2022. Avec le retour de l'inflation qui fait que les taux d'intérêt ont augmenté. Je ne vais pas faire un cours de macroéconomie, mais de fait, ça s'est traduit par une baisse importante des investissements, une très forte frilosité du coup des investisseurs, et donc des capacités à lever de fonds qui s'est considérablement réduite. Ça a été un peu... c'est une forme de tri qui s'opère aujourd'hui dans l'écosystème.
sur la capacité, si tu veux, à trouver un modèle qui fonctionne. Et il y a beaucoup plus de frilosité, donc si tu veux, de critères stricts d'investissement pour les fonds d'investissement. Donc on a vu le nombre de levées de fonds considérablement baisser, enfin en tout cas sensiblement baisser, à l'exception de quelques sociétés, peut-être on pourrait y revenir, mais notamment dans les domaines de l'IA, green tech, IA, etc., qui sont un peu pour moi des points statistiques un peu différents, mais dans le classique software marketplace, ça a considérablement baissé. Pourquoi ? Parce que les financements surmontent la chaîne de valeur de la finance. Les investisseurs de long terme qui investissent dans les fonds d'investissement, qui investissent dans les startups, vu que les taux d'intérêt augmentaient à la base, eux ils investissent moins dans le long côté, et du coup derrière ça se répercute sur les startups. Ce qui est vrai, c'est que les critères d'éligibilité, en tout cas les critères de sélection des investisseurs, se sont durcis, sans doute trop, et là on voit un peu, ils les relâchent un peu parce qu'ils ont quand même de l'argent à investir. Les conditions de deal aussi, exactement. Qui, on le voit, et donc exactement. Ce qui est vrai, c'est que il y a eu je trouve un caractère sain à ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été mis dans des startups. La question est de savoir est-ce qu'elles ont un vrai modèle rentable sur le long terme. Et là, ça fait un peu, on voit un peu au grand jour celles qui vont pouvoir tenir et celles qui n'y arriveront pas. Donc ça a ce caractère sain là. Donc ce qu'on a vu, si tu veux, d'un point de vue banquier, c'est que notamment il y avait eu beaucoup de frilosité. Donc toutes les boîtes qui n'étaient pas rentables ou à date ou pas rentables dans les 6-12 mois, il y a eu très peu de levées. Alors il y a des exceptions, il y a eu Mistral, il y a eu Pigment, il y en a eu d'autres, mais je veux dire, de manière générale, les levées de fonds se sont largement taries, notamment à cause de la sélectivité des fonds d'investissement, qui était beaucoup plus stricte. Et d'un autre côté, ce qui est vrai aussi, c'est que les startups avaient levé beaucoup d'argent. Donc d'une certaine manière, des fois elles avaient 400, 300 millions de cash en banque, et elles n'avaient pas besoin de relever de l'argent. Là, elles avaient plutôt envie de réduire les coûts, allonger leur capacité, leur trésor, enfin ce qu'on appelle leur runway, donc le moment où elles ont leur moment jusqu'à quand elles ont du cash. Et donc tu as eu un moment de on va aller vers la rentabilité, on a suffisamment de cash, donc on n'a pas besoin de relever de l'argent. Parce que beaucoup de levées avaient été opportunistes aussi en 2021. Tu as des sociétés, si tu veux, elles n'avaient pas forcément besoin du cash, mais elles l'ont levé parce qu'il y avait des investisseurs qui voulaient investir. Donc là, elles l'ont un peu thésaurisé, elles réduisent les coûts, et on va voir si elles trouvent le bon modèle. Là, pour moi, la question va plus se poser dans 1 an ou 2, voir si elles ont vraiment trouvé leur modèle, et il va falloir relever de l'argent. Ok, donc ça c'est pour celles qui ont déjà levé. Ouais. Pour ceux qui veulent lever, qui veulent lancer un projet entrepreneurial, Ouais. à ton avis, c'est quoi les domaines sur lesquels il faut aller et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour lever des fonds en 2024 dans un contexte un peu particulier où il y a encore des taux d'intérêt assez hauts et en 2025? Pour revenir, ce qui a été un peu dur aussi, c'est que si tu veux, tu avais des attentes entre la demande et l'offre qui étaient, si tu veux, trop décalées, avec d'un côté des investisseurs qui voulaient vraiment profiter du fait de la situation pour faire des valorations très basses et des conditions très dures d'investissement, notamment sur les préférences et autres. Et de l'autre côté, tu avais les entrepreneurs qui étaient encore un peu dans un monde un monde 2021-2020 avec des valorisations très élevées. Ouais. Et donc si tu veux, l'offre et demande ne matchait pas. Là, ce qu'on voit quand même, et moi je suis optimiste pour l'année qui vient, on voit quand même que les investisseurs qui ont quand même amassé eux-mêmes beaucoup d'argent doivent quand même investir, donc sinon ils devront rendre leur argent aux investisseurs, et donc ils sont un peu plus ouverts sur les valorisations et les paramètres du deal. Et de l'autre côté, tu as les entrepreneurs qui se disent la situation est escalée, elle va pas changer massivement, les taux d'intérêt vont certes un peu baisser, mais ils vont pas retourner à zéro, donc je retourne sur le marché, mais avec des attentes un peu différentes. Et là, c'est là où le rôle d'intermédiaire, donc de banquier, d'arriver à faire matcher l'offre et demande à ce moment-là. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne veut pas dire qu'on retourne à l'époque 2020-2021 où il y avait un peu de folie. C'est plutôt, les investisseurs vont rester exigeants, et c'est là où il faut hyper bien se préparer, et c'est le rôle d'un banquier, notamment sur tout le travail sur les KPI d'une société. Quand on parle du software, donc on parle montrer la RR, montrer qu'on a des bons critères, des bons KPI de rétention, on a une bonne croissance, mais une croissance qui est saine. On parle souvent maintenant en anglais de efficient growth, de croissance efficiente, c'est-à-dire on va pas conquérir un client qui va nous coûter en fait trop cher et pas être rentable. Donc tout ce qui est les coûts d'acquisition client, la rétention client, l'upsell, rentabilité. Ouais. Le rentabilité, le mot-clé, mais c'est évidemment quand tu es en série A, tu peux pas nécessairement être rentable, et puis sinon tout l'argent que tu déploies, c'est pour atteindre cet objectif. En fait, c'est avoir à montrer que ton modèle fonctionne.
Et donc, t'es pas forcément censé être EBITDA positif en Serie A, sinon tu vas faire une boîte sympa, mais tu seras une belle PME technologique, mais pas un champion mondial. Le sujet, c'est de montrer que tu utilises efficacement ta trésorerie, ton cash, et que ta croissance est par nature saine, parce que tu montes par tes KPI, que certes tu dépenses de l'argent, mais que ton modèle fonctionne et que tu vas vers à moyen terme, à long terme, ton modèle sera très rentable et tu vas vers une trajectoire qui est rentable. Si on voit des coûts d'acquisition clients monstrueux, même si ta croissance est très forte, on va se dire en fait il surpaye ses clients, et en fait il n'arrivera jamais à trouver un modèle rentable. Et c'est là où c'est hyper important de montrer des bons KPI, de les préparer en amont, et d'avoir cet angle extérieur qu'apporte le banquier en général, de dire tiens, il faut que tu fasses tes paramètres doivent atteindre tel niveau, il faut que tu aies ça, attends tel moment, voilà. Ok, super intéressant. On pourrait en parler encore des heures. Maintenant, je pense qu'on va devoir clôturer notre échange. En tout cas, un grand merci pour tout le partage que tu nous as apporté aujourd'hui. Dernière question. Si ceux qui nous ont écoutés veulent éventuellement rentrer en contact avec toi, tu es disponible sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr, vous pouvez aller sur par LinkedIn. mail. En général, je réponds à mes messages sur LinkedIn, ou sinon, il faut me relancer. Mais en général, je réponds plutôt régulièrement. Ouais. Ok, top. Bah, écoute, un grand merci à toi. Bah, merci en espérant que c'était utile pour tout le monde. Eh ben, je pense. À bientôt. Merci, à bientôt.